Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. Les populations de Nouroura, Peul et environ réclament la délocalisation de l'usine de farine de poisson. La caravane de la coalition nationale contre les usines de farine de poisson donc c'est arrêté à Nouroura, Peul dans la commune de Diamniadio. Les habitants dénoncent les effets néfastes sur la santé de Africa Feed, l'usine implantée à proximité des habitats Sion. Et puis cette lettre de Guy Marie Sagna qui dénonce certaines pratiques à l'Assemblée nationale. La parole aux populations à la Médina. On est convaincu aux yeux de certains citoyens que cette 15e législature n'a pas encore marqué une véritable rupture par rapport aux autres législatures. Thierno Alassane Sall ne lâche pas Laser dans le cadre de contrat qui le lie à AA Power. Selon le député à l'Assemblée nationale, plusieurs irrégularités ont été soulevées dans le cadre de ce dossier. Il promet de suivre donc cette affaire. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Les acteurs de la filière anacarde ont trouvé une issue heureuse après une rencontre avec le gouverneur de la région de Ziguinchor et la douane. Donc la taxe à l'importation est revue à la baisse. Elle passe de 42 000 à 10 000 francs CFA, un prix que certains acteurs jugent acceptable, même si selon eux, ils n'avaient pas de marge de manœuvre. Mais avant cela, je le disais donc en titre, les habitants de Nouroura, c'est à Diamniadio, demandent le départ de l'usine de farine au poisson. Selon eux, l'usine ou l'infrastructure est une menace donc à la santé des populations. Ils ne veulent plus entendre parler de cette usine de farine à poisson. Je vous propose de suivre les explications d'Amadou Bayal Sow. Il est le porte-parole de ses habitants. Il est au micro de Pape Karsek. Peul souffre, Mbunko souffre, Douga souffre. La commune de Diamniadio souffre de l'implantation de l'usine Africa Feed. Depuis un certain moment, l'usine ne travaille plus. Mais on crée la reprise de cette usine parce que tous les gens ont su qu'il y a quelques jours, l'usine a voulu recommencer ses activités. Nous avons eu à appeler au niveau hiérarchique les autorités étatiques pour demander est-ce qu'ils ont une autorisation pour recommencer. Parce qu'ils avaient annoncé qu'ils vont démarrer, ils vont installer de nouvelles installations, ils vont mettre des filtres pour éviter l'odeur nauséabonde. Mais malheureusement, quand l'usine travaille, personne ne peut respirer. Quand l'usine travaille, tout le monde est malade. Quand l'usine travaille, les femmes, les enfants, les femmes enceintes ont toujours des problèmes. C'est pourquoi nous demandons aujourd'hui la délocalisation pure et simple de l'usine Africa Feed. On ne peut plus cohabiter avec cette usine qui est installée dans une zone de terroir, une zone d'habitat, c'est des lotissements derrière, mais également c'est des populations qui sont derrière, et l'usine est implantée après les populations. Donc cette usine n'a pas sa place dans cette zone. Ce que nous demandons en tant que comité, en tant que population de Dougoropel et de Dougar et de Dougoropel et de Bunkababar, c'est purement simplement que cette usine soit déplacée ailleurs, dans une zone plus adaptée à ces genres d'usines, qui sont à 0 mètre des habitations. Donc nous disons non à Africa Feed, nous disons oui à la délocalisation de Africa Feed pour que les populations puissent vivre tranquillement dans cette zone Dougoropel, Bunk et Dougarpel, des Dougar Serrel. Après donc la sortie de Guy Marie Sagna sur certains manquements notés à l'Assemblée nationale aux antipodes de la rupture tant chantée par les nouvelles autorités, la parole aux habitants. Certains habitants de la Médina estiment que les pratiques donc soulevées par le député à l'Assemblée nationale montrent clairement que la volonté de rupture avec les anciennes pratiques des autres législatures n'y est pas du tout. Selon eux, il n'y a jamais eu de véritable rupture. C'est un sujet de Ndeyalifan. Les critiques sur le fonctionnement de l'Assemblée nationale continuent d'alimenter le débat. À la rue 23, angle 6, Médina, les avis divergent.
Il y a beaucoup de contradictions aussi. Non, pas du tout. Trouvé assis devant une boutique, cet homme sous le couvert de l'anonymat déplore de nombreuses incohérences qu'il dit constater depuis le début de cette 15e législature. Bon, par rapport à l'achat des véhicules, moi je me dis que bon, peut-être que ça peut être une bonne idée dès lors que les députés, peut-être, quoi qu'on puisse dire, un député doit être dans de bonnes conditions de travail, tu vois. Mais c'est eux qui avaient vendu un projet dans lequel il n'y aurait pas certaines dépenses inutiles. Donc s'ils se retournent leur veste, je me dis que peut-être il y a quelque chose, il y a peut-être le besoin peut-être est là, mais ils doivent être en concordance et en phase avec leurs idéaux. Oui, d'incohérence parce qu'ils nous ont promis des choses qu'on ne voit pas. Ils nous avaient dit que l'achat des véhicules c'était inutile, c'est du gâchis. Bon, si pour plus de 160 députés tu achètes des véhicules à hauteur de 40-50 millions, moi je me dis que c'est une forte manne financière. Devant une cafétéria vêtue d'un boubou blanc, Ibrahim Mboup partage un avis nuancé. S'il reconnaît quelques changements dans la manière de fonctionner de l'Assemblée nationale, il estime toutefois que ces évolutions restent insuffisantes pour véritablement marquer une rupture. On peut dire qu'il y a une rupture, mais pas encore à la hauteur des attentes. Certaines choses ont changé, c'est vrai, mais cela doit servir de leçon à tous. Quand on est dans l'opposition, il faut mesurer ses propos, car une fois au pouvoir, il devient important de rester fidèle à ses engagements. Mais tout il a rupture mais tout. Sur le bord de la route, ce père de famille qui préfère garder l'anonymat rejoint les positions de Guy Marius Sagna. D'après lui, la majorité des critiques du député reflètent le ressenti d'une partie importante de la population. Mais parfaitement, je suis entièrement d'accord avec ça, puisque ce n'est pas du tout normal. Parce qu'on voit des changements, donc s'il n'y a pas de changement, on peut chercher ailleurs. Maintenant, ce qui est le problème, nous, on n'a pas de temps pour discuter avec les trucs comme ça, franchement. Des témoignages qui illustrent un sentiment partagé par plusieurs citoyens rencontrés à la Médina, entre attentes de réformes profondes et déception face aux lenteurs du changement à l'Assemblée nationale. Je le disais tantôt, les acteurs de la filière anacarde ont trouvé une issue heureuse après une rencontre avec le gouverneur de la région de Ziguinchor et la douane. La taxe à l'importation est revue donc à la baisse. Elle passe de 42 000 à 10 000 francs CFA, un prix que certains acteurs jugent acceptable, même si, selon eux, ils n'avaient pas de marge de manœuvre. Boubacar Konta, président donc de l'interprofession Cajou du Sénégal, je vous propose de l'écouter. On peut amener cette taxe de 42 francs. Il y a eu des discussions avec le gouverneur de la région et certaines autorités. Donc cela aboutit à une rencontre aujourd'hui avec le colonel de la douane de Ziguinchor, qui est le régional de Ziguinchor et son équipe. Donc nous sommes convenus à appliquer 10 000 francs au lieu de 42 000. Donc ces 10 000 francs, c'est une taxe qui va être appliquée à l'import des noix qui nous proviennent d'autres pays. Ce n'était pas quelque chose de prévisible dans nos calculs, mais à l'impossible n'est tenu. Je ne peux pas dire que les acteurs ont accepté, mais est-ce que les acteurs ont le choix? Donc les acteurs, ils ont regardé de 42 000, si on leur propose de payer 10 000 francs et qu'ils sont contraints parce qu'il faudra qu'ils libèrent leurs produits. Parce que déjà, cette mesure a créé beaucoup de problèmes aux acteurs, parce que des camions qui ont été garés avec des noix de cashew, beaucoup de ces noix-là vont être dégradées. Les cashews fermés dans les magasins vont avoir des impacts de qualité. Donc, il était question de trouver une issue heureuse à cela. Et aujourd'hui, comme on a proposé 10 000, on était confrontés à accepter cela. Et puis à Touba, le syndicat des pharmaciens privés du Sénégal dénonce la recrudescence des dépositaires qui s'activent dans la vente illicite de médicaments. Un acte criminel selon ces membres qui tirent sur la sonnette d'alarme. Ces derniers invitent l'État du Sénégal à taire donc ces pratiques courantes dans la localité. Ils estiment que l'État doit mettre en pratique l'application de la loi
2023 tiré du 06. Je vous propose de suivre les explications d'Ahmadou Bamba Ndour. Il est le président du syndicat des pharmaciens privés du Sénégal. Il est au micro de Goran Aklo et de Mbaïsek. Fait toutes les démarches pour sensibiliser la population, pour sensibiliser ces personnes qui se lancent dans ce marché illicite. On était tenu à un niveau quand même de les amener en procès. Je pense qu'il y en a 5 qui ont été ciblés. On a ciblé les 5 plus grands dépositaires de Touba pour quand même les traduire devant les justices. Parce qu'au-delà de faire de l'exercice illégal, ils exposent la santé de nos populations. Et pour ce fait, il y a 2 audiences qui ont été programmées dans un premier temps. Nous, on a voulu les regrouper à la date du 1er juillet 2025 pour être plus impactants. Mais aussi, il était question de sensibiliser la population, d'alerter les autorités judiciaires pour que quand même que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur. Il y a une nouvelle loi qui a été votée, la loi 2023-06, où cette infraction est précisée et les peines encourues par ces faussaires. Nous ne demandons que l'application de la loi dans toute sa rigueur, parce qu'on ne peut plus accepter aujourd'hui, à l'instar des autres régions, à l'instar des autres villes, qu'on soit très rigoureux dans tout ce qui concerne la confiscation de ces faux médicaments, la traduction en justice de ces faussaires. Notre ville, ce que nous avons de plus cher, quand même soit exposé, que la population de Touba soit laissée en rade. Nous, pharmaciens, on s'est engagés pour combattre ces criminels, parce que quand même, la contrefaçon, c'est un crime organisé. Ces criminels soient traités de la même manière que ça devait se faire. Donc nous, en fait, dans ce combat, on n'est pas seuls. Nous avons le soutien de l'Ordre des pharmaciens du Sénégal, qui s'est constitué partie civile. L'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique s'est portée partie civile. Thierno Alassane Sall ne lâche pas le dossier Azer AEE Power. Selon le député, le projet est suspendu à la suite d'irrégularités constatées dans le paiement des primes. Il estime que les justificatifs fournis par les personnes concernées ne sont pas convaincants. Il insiste d'ailleurs sur les risques qu'encourt donc cette affaire. Aucune dérogation n'est envisageable selon le parlementaire Khadija Diouf. Le député à l'Assemblée nationale, Thierno Alassane Sall, a soulevé de nombreuses irrégularités concernant certains marchés publics. Il remet notamment en question le projet d'électrification confié à AEE Power, dénonçant des vices dans les garanties émises par la SONAC, Société nationale d'assurance. Remettait en cause la légalité des titres de garantie que la SONAC a émise pour couvrir les risques potentiels du marché d'électrification rurale lancé par Azer. Il est indiqué au DG de la SONAC, à travers ses correspondances de l'ARCOP, que le plaignant affirme, sans détour, que les primes afférentes aux garanties n'ont pas été libérées au moment de l'émission des attestations en violation de la loi, c'est-à-dire de l'article 13 du Code ciment. Des primes d'assurance perçues avec 92 jours de retard par rapport au délai légal. Selon le président du parti La République des Valeurs, aucune dérogation ne saurait justifier un tel écart dans le paiement des primes. Le ministre des Finances et du Budget et le directeur national des assurances assistent à cette escalade de tension entre l'ARCOP et la SONAC sans évoquer une quelconque dérogation. Ce rappel démontre de manière claire et irréfutable que la dérogation évoquée est une invention récente destinée à sauver un marché frappé d'irrégularités au profit d'une entreprise étrangère. Le ridicule ne tue pas dans ce pays. Thierno Alassane Sall interroge également sur le choix d'une entreprise étrangère au détriment d'une entreprise sénégalaise pour la réalisation de ce projet d'électrification, une décision qu'il juge discutable. Qui peut comprendre cette grande mobilisation d'hommes politiques au sommet de l'État
de hauts cadres, de parlementaires, et vous en verrez beaucoup sortir ces prochaines heures, d'influenceurs, de journalistes, de militants, de sympathisants, pour défendre un entrepreneur étranger qui d'ailleurs n'est même pas bien vu dans son propre pays. Il est interpellé et acculé au quotidien par la Banque Santander de son pays, signataire de l'accord de financement, pour savoir l'utilisation de l'avance de démarrage retirée du compte avant même le démarrage effectif des travaux sur le terrain. Thierno Alassane Sall a fermement insisté sur le fait qu'aucune disposition du Code CIMA ne prévoit un délai de 180 jours pour le paiement des primes d'assurance, une position qui va à l'encontre des déclarations faites par certains membres du comité des experts du CIMA. Khadija Ndadjouf, Forum sur l'emploi et l'entrepreneuriat, l'initiative de l'Université Cheikh Ibrahim Niass de Kaolack et l'Université Cheikh Hamidou Kane. Objectif, renforcer les passerelles entre la formation et l'emploi. Rapprocher également l'université du monde du travail. Au cours de ce forum, les étudiants qui ont des projets structurants seront accompagnés selon le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Abdourahmane Diouf, est ici au micro de Sékou Diallo et d'Astoumaï. Il me plaît ce jour de présider la cérémonie d'ouverture officielle du premier forum des métiers de l'emploi et de l'entrepreneuriat co-organisé par deux établissements publics d'enseignement supérieur, l'Université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass, USSEN, et l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane, l'UNCHK. L'USSEN, par sa vocation agricole et territoriale, et l'UNCHK, par son ancrage dans le numérique, sont appelés à jouer un rôle fondamental dans cette dynamique. C'est pourquoi le MESRI encourage et soutient les initiatives comme ce forum qui favorisent la mise en relation des étudiants et jeunes diplômés avec les opportunités d'emploi, les réseaux d'entrepreneurs et les dispositifs de financement. Ce forum s'inscrit à sa suite et répond avec pertinence aux enjeux majeurs de notre système éducatif et de notre économie, l'insertion professionnelle des diplômés, l'adéquation formation-emploi et la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Il incarne une vision que nous partageons au sein du ministère, faire de l'enseignement supérieur un levier de transformation économique et sociale, un catalyseur de l'innovation et un incubateur de talents au service du développement du pays. Vous êtes en face d'un gouvernement qui ne fuit jamais ses responsabilités. Qui d'autre que le gouvernement de la République du Sénégal? Qui d'autre que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation a intérêt, qui plus que nous a intérêt à terminer les chantiers dans les différentes universités? À l'occasion des 50 ans de la CEDEAO, la société civile plaide pour une CEDEAO des peuples. Ces derniers veulent des réformes au sein de l'organisation. Plusieurs experts et membres de la société civile ont profité d'ailleurs du moment pour échanger sur la sécurité, l'économie, la démocratie, entre autres. Alioune Tine, fondateur d'Africa Jom Center, que je vous propose d'écouter au micro de Sophie Nolé et de Mafalfal. Nous sommes au terme d'une conférence régionale qui a duré 3 jours. 3 jours intenses de discussion entre les organisations de la société civile de la région pour évaluer les forces, les faiblesses et les perspectives pour la CEDEAO. Et dans tous les domaines. Et il me semble que ce qui ressort, si nous voulons reconstruire une CEDEAO rénovée, c'est d'abord l'unité. Construire une souveraineté régionale dans tous les domaines. Dans le domaine numérique d'abord, où nous sommes totalement dépendants. Dans le domaine de la communication, où la CEDEAO est très faible. Dans un contexte
de guerre cognitive et de guerre de la communication qui a déjà provoqué la dislocation de la CEDEAO. Il faut que la CEDEAO reprenne en main sa communication. La souveraineté sécuritaire, c'est extrêmement important parce que nous fonctionnons pratiquement sur la base de la préférence nationale en matière de sécurité, sur la base de la souveraineté nationale en matière de sécurité. Or, la crise, elle est régionale. C'est une crise qui frappe tous les pays et qui appelle une réponse régionale, une réponse coordonnée dans tous les domaines, que ce soit le renseignement, que ce soit l'opérationnel, que ce soit le fait de cumuler les forces, les moyens financiers, logistiques. C'est extrêmement important. Et de ce point de vue, on a proposé effectivement qu'il y ait une conférence des ministres de la Défense et de la Sécurité. Forum sur l'emploi et l'entrepreneuriat, l'initiative de l'université Cheikh Ibrahim Niass, donc de Kaolack, et l'université Cheikh Hamidou Kane, un élément que vous avez suivi tout à l'heure. Lancement du forum de l'épargne. L'initiative vise à promouvoir la culture de l'épargne et à encourager une finance inclusive au service du développement économique et social du pays. Les acteurs veulent se pencher sur le modèle de l'épargne. C'est un compte rendu signé sur ce débat et Cheikh Ahmed Tidiane Diouf. La cérémonie d'ouverture du Forum de l'épargne du Sénégal s'est tenue en présence de plusieurs personnalités de premier plan du secteur financier et du développement économique. Le but est de promouvoir la culture de l'épargne et de renforcer l'inclusion financière au bénéfice des Sénégalais. Je donne l'exemple dans notre culture traditionnelle, le condamné. Et de chez nous, nos mamans, nos papas, et particulièrement nos mamans, faisaient ce système. Parce que l'épargne est articulée à un besoin, à une intention. Cette intention, c'est un projet. Donc, en faisant une bonne éducation financière au sein des populations, mais également en organisant les structures et les mécanismes de l'État, notamment les banques, la caisse de dépôt, voilà, les institutions de microfinance, on peut véritablement aller vers une politique beaucoup plus résiliente pour les populations. Le principal partenaire financier du programme a quant à lui insisté sur le rôle stratégique de son institution dans le financement du développement. Les caisses de dépôt existent à travers le monde. Celle sénégalaise a été créée par la loi 2006-04 du 4 janvier 2006. Donc elle fêtera bientôt ses 20 ans. Aujourd'hui, elles sont des solutions pratiques auprès des États qui sont très endettés. Vous savez que le Sénégal est un pays un peu endetté, et que des choses ont été découvertes il n'y a pas longtemps, portant sur les finances publiques et montrant une certaine nécessité de se mobiliser, de mesurer notre capacité interne de mobilisation de ressources pour un peu pallier à ces restrictions que nous avons. Mati Diakhaté, initiatrice du projet et coordonnatrice du forum, a souligné la nécessité d'une concertation nationale. L'objectif est de faire de l'épargne un véritable moteur d'autonomisation et de résilience des populations sénégalaises. Amener le monde à visiter les stands, amener le monde à se regrouper quelque part, se réunir autour d'un espace, pouvoir échanger, se faire conseiller, se faire accompagner, poser des questions, casser une barrière qui existe entre banque et population. En gros, c'est vraiment informer et participer, nous, dans l'éducation financière, et ainsi espérer participer dans la suprématie financière du Sénégal dans le futur. Fadilou Keita s'est également prononcé sur le faible taux du financement des collectivités. Il a insisté sur les ressources. Parce que si la Caisse de dépôt se positionne comme banque des territoires, nous pourrions avoir comme interlocuteurs les élus locaux, parce qu'aujourd'hui, nos collectivités sont en très forte demande de finances, n'ayant pas forcément accès à cause de nombreuses restrictions, mais aussi les banques commerciales ne pourraient pas suivre les collectivités qui ont besoin de ressources longues et stables sur des périodes de 10, 15, 20 ans. Ce forum s'annonce ainsi comme un rendez-vous incontournable pour repenser les mécanismes de mobilisation de l'épargne au Sénégal et favoriser une dynamique inclusive, durable et adaptée aux réalités locales. La délégation générale à la promotion des pôles urbains lance la première édition des journées des pôles. Donc l'État va renforcer la promotion des nouvelles villes et les adapter face
aux nouvelles technologies, faire de ces villes des villes intelligentes, écologiques et inclusives. Bara Diouf est le délégué général de la DGPU. Je vous propose de l'écouter au micro de Babacar Seck. Nous sommes aujourd'hui d'accord que la stratégie nouvelle de la DGPU est alignée aux objectifs de l'agenda 2050 dans le cadre de la promotion de villes nouvelles, vertes, intelligentes, résilientes, tournées aussi vers plus d'écologie. Aujourd'hui, on peut être d'accord que les pôles urbains de Djamnyadioulaye dans la nouvelle vision seront parfaitement alignés à la stratégie du Sénégal 2025. Aujourd'hui, dans l'évaluation des politiques, on peut dire qu'aujourd'hui, les projets qui ont été identifiés ont été achevés à 16%. On a 42% de projets qui ont démarré, qui sont en cours d'achèvement, et les autres projets n'ont pas encore démarré. Donc nous avons identifié les clés qui ont fait que ces projets-là n'ont pas démarré pour rectifier le démarrage de ces projets-là, mais aussi pour offrir une diversification au niveau du projet de ville pour que les autres aspects qui sont très importants, que les aspects de mobilité, les aspects de sécurité, les aspects écologiques, les aspects de mixité fonctionnelle et de mixité sociale soient beaucoup plus présents dans les pôles urbains de Djamnyadioulaye. Parce qu'aujourd'hui, la planification stratégique a été faite en prenant en considération la vision 2050. Les projets qui sont venus avant cette vision 2050-là seront adaptés à la vision 2050. C'est une transformation dynamique, c'est une transformation en continu qui ne va pas s'arrêter. En culture, inauguration de la Maison des Arts et de la Culture de Rufisque. L'infrastructure porte désormais le nom de Khar Mbaye Madiaga. L'édifice est le fruit d'une coopération entre la ville de Nantes et celle de Rufisque. Le coût global du projet est estimé à 200 millions de francs CFA. N'est-ce pas, Babacar Seck? L'inauguration de la Maison des Arts et de la Culture de Rufisque, baptisée Adja Khar Mbaye Madiaga, a été célébrée par un symposium sur le parcours et l'œuvre de l'artiste. Quel que soit l'aura qu'elle a connu au Sénégal et dans le monde, Khar est resté un modèle de négritude dans son sens le plus élevé en termes positifs, c'est-à-dire gardienne et véhicule des traits culturels physiques de la femme noire. La beauté que chante Senghor se reflète dans la tenue d'Adja Khar. Elle est aussi une personne authentique, c'est-à-dire que tout en elle reflète ses perceptions de la vie à travers son environnement immédiat, sa famille, son environnement, la ville de Rufisque, le Sénégal et l'Afrique noire. La Maison des Arts et de la Culture, fruit de la coopération entre Rufisque et Nantes, se veut inclusive. Cette Maison des Arts, nous le voulons que cette maison soit une maison d'ouverture, mais une maison aussi qui diffuse et qui permet les gens qui sont plus éloignés de la culture puissent avoir accès par rapport à l'inclusion, les femmes et aussi tout ce qui touche la solidarité. Le maire de Rufisque a pour sa part salué le partenariat fécond entre les deux villes. C'est un partenariat entre deux peuples, le peuple de Nantes et le peuple de Rufisque. Ils nous ont accompagnés durant tout ce temps. Aujourd'hui, la Maison des Arts est une étape, mais Inch'Allah, d'autres étapes suivront, parce que ce partenariat est sincère, il est réel. Et à travers ce partenariat, un monsieur s'est investi corps et âme, il faut le dire. Alassane, tu as travaillé pour tes deux villes, tu as travaillé pour Rufisque, tu as travaillé pour Nantes. C'est ce que l'histoire retiendra. Au-delà de Khar Mbaye Madiaga, l'inauguration de la Maison des Arts et de la Culture était l'occasion de rendre hommage à Foumbeza Diop qui a entamé en 1992 la coopération entre Rufisque et Nantes. Babacar Seck, merci. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Je vous donne rendez-vous juste après cette édition pour votre émission L'invité de la rédaction. Je reçois ce soir Babacar Konta, et donc président de cette organisation qui s'active dans la filière Anacarde, le président de l'interprofession des acteurs de l'Anacarde. A tout de suite.